Bien, je pense que voilà, les autres nous rejoindront petit à petit, mais comme effectivement la première mission complexe était de faire tenir l'intervention en 20 minutes, je vous propose de démarrer, d'observer un petit peu le sommaire euh, que l'on va égrener durant ces quelques minutes. Il paraissait important, dans un premier temps, de définir rapidement en quelques mots et en quelques chiffres ce qu'est l'orthophonie, puisque je pense qu'on a tous entendu parler des orthophonistes, mais savons-nous réellement ce qu'ils font? Puis ensuite, je vous parlerai de la clé du langage. Voilà, euh, cette association avec Julie, un binôme un peu particulier que l'on met au service du soin et de nos patients. Et puis ensuite, j'évoquerai quelques exemples d'alliances cheval-patient à travers la présentation de 3 mémoires que j'ai eu la chance d'accompagner. Et enfin, et là, vous aurez l'occasion euh, d'agrémenter aussi cette réflexion sur la place de l'orthophonie dans le paysage de la médiation équine. J'en profite pour vous présenter Iroise, l'un des poneys merveilleux qui m'accompagne chaque semaine. Alors l'orthophonie, en fait, si on essaie de résumer un petit peu les choses, c'est une profession de santé qui relève de la famille des métiers de soins, qui est conventionnée par la sécurité sociale, et c'est la CPAM qui définit nos actes selon une nomenclature très précise. Donc définir l'orthophonie, c'est pas si simple que ça, tant les missions sont variées, mais on pourrait essayer de définir les choses de la sorte, c'est que l'orthophoniste est un thérapeute qui a un rôle de prévention et d'évaluation, mais également de traitement de certaines difficultés ou de certains troubles que je vais vous présenter par la suite, je vais vous évoquer par la suite. L'orthophoniste a également un rôle de maintien des fonctions de communication et de l'oralité dans des pathologies dégénératives ou neurodégénératives. Et puis, il lui arrive aussi très fréquemment de dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale lorsque la communication verbale est empêchée pour quelque raison que cela soit. Dans le paysage des métiers de soins, les orthophonistes, c'est 25 607 orthophonistes au dernier recensement, mais finalement énormément, parce que 80% travaillent en libéral. Et parfois, vous pouvez quand même les croiser, mais de moins en moins dans les milieux hospitaliers ou dans les institutions type IME ou CAMS. Euh, voilà, malheureusement, de moins en moins. C'est ce qui pose souci actuellement. Si l'on essaie de définir les missions de soins de l'orthophonie auprès du patient, on va distinguer 4 pôles. L'orthophonie s'intéresse, alors on va dire tout d'abord au langage écrit. C'est ici que l'on va pouvoir parler de dyslexie, de dysorthographie, peut-être un petit peu moins connu, de dyscalculie lorsqu'il s'agit de troubles de la cognition mathématique. Mais également un autre pôle important, c'est le pôle de la communication et du langage. On intervient auprès des patients lorsqu'il y a des troubles développementaux du langage, euh, ce que l'on pouvait appeler aussi les anciennes dysphasies. Alors voilà, les nomenclatures sont en train de changer. Euh, dans le trouble du spectre de l'autisme ou alors dans tout autre syndrome génétique ou handicap moteur, sensoriel ou cognitif. Donc, dans toutes ces prises en charge-là, lorsque la communication est l'orthophoniste intervient aussi en neurologie, dans le maintien et l'adaptation des fonctions de communication et de la mémoire dans certaines maladies dégénératives, classiquement connues, Alzheimer, mais aussi dans les cas de troubles aphasiques. Et puis un autre gros pôle ORL, qui
cette fois-ci concerne l'oralité alimentaire chez le jeune enfant, par exemple, les troubles de la déglutition, la paralysie faciale, les troubles de la phonation, la surdité. L'orthophonie, c'est Sandrine, ça. est-ce que vous voulez bien, excusez-moi, je vous coupe, est-ce que vous voulez bien diffuser votre vidéo? On nous demande une personne qui est malentendante et qui a besoin de pouvoir lire sur vos lèvres, s'il vous plaît. Si je peux. Alors, J'avais mis un petit message, mais vous ne le voyez pas. pardon, excusez-moi, j'étais partie. Est-ce que ça va être bon comme ça? Ok. Euh, donc, l'orthophonie, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, c'est 5 années d'études pour obtenir le grade master et puis des années de formation continue par la suite. L'orthophonie, c'est également un travail en réseau et ça, j'y suis particulièrement attachée. Alors, le premier réseau, c'est celui avec le prescripteur. Nous avons des prescripteurs que sont les médecins généralistes ou certains médecins spécialistes. Mais l'orthophoniste fait du lien avec les différents professionnels qui interviennent autour du patient, que ce soit d'autres paramédicaux. Il y a tout un travail d'accompagnement familial, j'y suis très 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 attachée. Le travail avec les dents, les équipes pédagogiques, lorsqu'il faut aller au sein des écoles pour faire un point sur la prise en charge et les aménagements pour certains patients, psychologues, travailleurs sociaux, bref, tous ceux qui gravitent autour du patient et qui ont un rôle à jouer dans cette prise en charge. Donc en résumé, l'orthophonie, c'est comme les Jonathan, c'est de 18 mois jusqu'à 93 ans. Et je vous laisse ce petit dessin que vous prendrez le temps de regarder sur... alors on n'a pas toutes les pathologies, mais qui peuvent être prises en charge par les orthophonistes. Donc nous sommes très présents dans le paysage paramédical. Spécialisée dans la prise en charge de l'enfant avec des troubles de la communication. Donc ça, c'était ce qui occupait énormément mes journées au niveau du cabinet, mais je me suis trouvée freinée dans l'avancée de certains projets thérapeutiques parce que pour certains de mes patients, le bureau n'était absolument pas adapté, trop de matériel, trop de stimulation, les salles d'attente très complexes à gérer pour certains de mes patients. Lorsque j'avais des patients nécessitant aussi des ateliers patouilles, voilà, c'était quand même assez compliqué d'enchaîner les séances. Donc c'est ce qui m'a amené, et c'est de ce constat-là qu'est née la clé du langage. Donc la clé du langage, alors en orthophonie, il est souvent question de rencontre, et puis la clé du langage en est une autre. C'est la rencontre avec Julie, qui est directrice du centre équestre La Clé des Loisirs en périphérie Nantes, qui est monitrice d'équitation adaptée et qui est très très impliquée aussi dans, puisqu'elle a elle est enseignante d'équitation éthologique, elle est très impliquée dans l'éducation des jeunes chevaux, voilà, les apprentissages et autres. Et en 2017, nous nous sommes associés pour proposer ces séances un peu atypiques à certains de mes patients. Voilà, c'est de la complémentarité de nos compétences professionnelles. C'est cette complémentarité qui se joue auprès des patients. On plaisante assez souvent en disant quelle est la partie et qui, et je suis la partie thérapeute. Les patients pris en charge à la clé sont des patients pour qui il y a un trouble nécessitant une intervention orthophonique. Donc les séances sont proposées essentiellement en individuel, avec un accompagnement familial lorsque c'est possible, tout dépend des prises en charge. Et globalement, la clé aujourd'hui accueille des patients présentant des troubles de la communication et du langage, dans le cadre de troubles du neurodéveloppement,
des troubles du spectre autistique, des troubles du déficit attentionnel, mais également des troubles alimentaires pédiatriques. Je vous ai remis une toute petite diapositive en guise de rappel de ce que l'on peut considérer comme les troubles neurodéveloppementaux aujourd'hui, selon la classification dans le DSM-5. Je vous laisserai la consulter plus tard. Je pense qu'on a d'autres choses plus intéressantes à évoquer ensemble. L'orthophonie et médiation équine, à la clé pour nous, s'insère dans un parcours de soins. C'est-à-dire que c'est une thérapie complémentaire dans un projet thérapeutique global. Il nous arrive même maintenant très fréquemment de travailler en collaboration avec d'autres orthophonistes qui, pour une partie de leur projet thérapeutique, me confient leurs petits patients pour que nous puissions agir en tant que thérapie complémentaire. Et ces séances vont s'articuler autour de 4 pôles. On ne peut pas faire sans. Bien évidemment, le premier pôle, c'est l'animal, puisqu'il va occuper tout l'espace. J'avais envie de dire que je suis bien accessoire à côté de lui lorsqu'il entre en scène. Mais malgré tout, je pense qu'on a tous notre importance, notre rôle à jouer. L'animal, dans cette médiation-là, a bien évidemment, enfin, tout son bien-être est pris en compte, puisque nous, la plupart du temps, je réfléchis systématiquement, les chevaux n'enchaînent, ou les poneys, ça dépend des séances, n'enchaînent jamais 2 séances à suivre. Ils sont travaillés et préparés en amont. Donc ça, c'est les soins de Julie et de sa sœur Marie. Et on évoquera ensuite ce qu'ils nous apportent concrètement auprès des patients. L'intervenant, alors l'orthophoniste en l'occurrence, et puis la présence de Julie, se veut être le garant d'un cadre thérapeutique qui permet aussi la sécurité du patient et de l'animal. L'idée, c'est vraiment d'agir en toute sécurité. Et puis, c'est un maillon du réseau. On a vu le travail en réseau de l'orthophoniste en lien avec les familles et les autres professionnels. Le lieu, c'est un point important de cette prise en charge-là. Les espaces, la sécurité, toujours au cœur de cette préoccupation. Dans quel espace travailler? Est-ce qu'avec certains patients, je peux travailler en extérieur? Est-ce que pour d'autres, il vaut mieux être dans le manège couvert, un peu contenant? Voilà, tout est fonction en fait du projet thérapeutique. Pour les outils employés, il y a 2 types de catégories d'outils. Les outils d'évaluation, puisque comme dans une prise en charge classique en orthophonie, il y a la réalisation d'un bilan au préalable des séances. Donc nous avons des outils d'évaluation, alors que l'on adapte, parce qu'effectivement les outils d'évaluation utilisés en cabinet et ceux utilisés au manège ne sont pas toujours tous transférables, même s'il peut nous arriver d'apporter l'ordinateur au sein du manège. Voilà. Et puis les outils de prise en charge en eux-mêmes qui sont fonction du projet de soins mis en place. Le cheval médiateur, partenaire, co-thérapeute, effectivement, il s'agit d'une triade patient-cheval-thérapeute. Et on parle ici de trio gagnant. J'en profite pour vous présenter Plume. Voici un trait breton qui nous accompagne également. Je vous ai fait une petite diapo rappel de ce pourquoi le cheval médiateur est un partenaire thérapeutique privilégié. Je vous renvoie, et je sais que Laetitia mettra les liens des différentes webconférences qui ont déjà eu lieu en ce sens, parce que Émilie Gondouin, Blandine Cossarieux ou bien Laurence Amery ont déjà évoqué des points très très précis sur les aspects et les apports
de ce partenaire thérapeutique privilégié. Donc sur le plan psychomoteur, sur le plan cognitif, l'aspect communicationnel, l'aspect émotionnel et puis cet aspect sensoriel qui va nous permettre d'aller, de rendre le patient plus disponible pour mettre en place notre projet thérapeutique. Si vous avez des questions, on y reviendra ensuite, mais je pense que là, ça a déjà été suffisamment détaillé. Petite diapo pour faire un parallèle entre les apports du cheval et la pyramide des apprentissages comme on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que pour pouvoir en arriver au domaine de la cognition et des apprentissages, il faut d'abord avoir un socle au niveau sensoriel suffisamment apaisé, puis ensuite peut se développer le stade sensorimoteur, enfin le développement perceptivo-moteur, pour en arriver au niveau des apprentissages. Donc, ce qui laisse vraiment bien percevoir que si pour certains patients, cette sphère sensorielle est perturbée, il est impossible pour nous en tant que thérapeute d'aller travailler tout ce qui va être habileté sociale, communication, être dans l'attention à l'autre, puisque au niveau sensoriel et sensorimoteur, il reste des choses à apaiser. Et c'est vraiment sur ce socle-là que l'animal a une vraie présence, donc il va nous aider sur le plan de l'intégration neurosensorielle, nous permettre ensuite de pouvoir, si tel est l'objectif thérapeutique, de mettre en place les habiletés sociales, de travailler les habiletés sociales pour pouvoir enfin être au niveau de la communication. Je vous présente quelques exemples pour illustrer cette médiation équine, parce qu'il faudrait plusieurs heures pour être vraiment très précis dans les différentes prises en charge et vous présenter des vignettes cliniques. Mais j'ai eu la chance d'accompagner 3 étudiantes dans l'encadrement de leur mémoire, des étudiantes qui étaient en dernière année d'orthophonie pour l'obtention du certificat de capacité en orthophonie et qui ont expérimenté, alors pour 2, elles sont venues à la clé du langage, pour la 3e, elle était de l'école de Poitiers, donc elle a géré ça comme une grande dans son coin. Elles ont expérimenté la présence de l'équidé dans leurs expérimentations. La première, Alexandre, donc son mémoire date de 2020. Alors vous voyez, c'est très récent, hein, puisque effectivement la clé du langage est née en 2017. Donc voilà, il nous a fallu un petit peu de temps pour pouvoir accompagner des étudiants dans ces recherches-là. Elle est allée observer les sensorialités dans les troubles alimentaires pédiatriques et essayer de mettre en avant l'apport en soins orthophoniques assistés par le cheval. Donc, elle partait de 2 hypothèses. La médiation équine agit-elle sur la sensorialité de l'enfant et les parents mettent-ils en lien les effets de la médiation équine avec l'évolution du comportement alimentaire de leurs enfants. Sur la méthodologie, ça a été une année assez compliquée avec l'année du Covid, mais malgré tout, elle a pu suivre 4 petits bouts de la clé qui étaient suivis pour ce type de pathologie. Et dans les résultats obtenus, elle a pu mettre en évidence que la thérapie orthophonique en médiation équine avait agi sur la sensorialité des 4 enfants et que 3 familles sur 4 mettaient spontanément en adéquation l'évolution du comportement alimentaire de leur enfant avec les progrès réalisés en médiation équine. Dans les différentes études réalisées, on ne peut évidemment pas parler de recherche scientifique au terme strict puisqu'il n'y a pas une cohorte suffisante d'enfants pour rentrer dans ces études-là. Les biais méthodologiques sont encore trop importants, mais ils ont au moins le mérite d'exister et de mettre en lumière des données cliniques que l'on observe véritablement sur le terrain. Julie, sur l'école de Poitiers, elle est allée
observer l'impact de la présence de l'animal auprès de patients présentant des troubles neurocognitifs majeurs associés à la maladie d'Alzheimer. Dans sa méthodologie, elle leur a fait passer 2 protocoles. Un premier protocole sans l'animal et un deuxième filmé, un second entretien filmé avec la présence du cheval. Et elle a pu mesurer, grâce à la fréquence des actes de langage adéquats, inadéquats, le langage non verbal, elle a pu aller mesurer l'impact de la présence de l'animal. Et là encore, les résultats suggéraient une influence qualitative et quantitative de la présence du cheval sur la communication. Tous ces mémoires sont en ligne, hein, donc vous pourrez les consulter. Là, je les évoque juste, mais vous pourrez aller les lire plus en détail. Et enfin, Camille Venien, cette année, qui a passé sa dernière année de stage à la clé du langage, elle est allée mesurer la qualité de l'alliance thérapeutique dans la prise en soin de patients présentant des troubles du spectre autistique dans un contexte de médiation équine thérapeutique. Donc, cette alliance thérapeutique, si chère aux thérapeutes, hein, et si dure à gagner parfois, elle est allée vraiment la mesurer et la tester en lien avec la présence de l'animal. Donc, dans les résultats qu'elle a pu observer, il y avait une progression globale en communication et dans les interactions sociales, mais également dans la motivation. Et les parents relataient la modification de comportement, alors dans le bon sens, hein, depuis les séances en médiation équine thérapeutique. Voilà, les étudiants qui ont vraiment bien poussé à bout ces réflexions-là. Alors effectivement, pour conclure, parce que j'ai déjà débordé un tout petit peu, rapidement, on peut éventuellement, enfin même on doit, se poser quelques questions sur la place de l'orthophonie dans le paysage de la médiation équine. Alors, je ne peux que vous communiquer mes réflexions personnelles, puisque je ne parle pas au nom de toutes les orthophonistes. À mon sens, c'est une thérapie complémentaire qui nécessite un cadre thérapeutique au même titre qu'une séance au sein d'un cabinet. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place à la clé. C'est pour ça que les séances se passent sur des jours où il y a peu de passages. Ces séances se font sur prescription médicale, avec un bilan initial, un projet thérapeutique, le lien avec les autres thérapeutes, mais prenant en compte un partenaire supplémentaire qui est l'équilibre. Ce qui est important, c'est le recueil des données cliniques et à travers les différents mémoires que l'on peut mettre en place en accompagnant les étudiants, car c'est ce qui va permettre d'enrichir ces recherches et participer à la reconnaissance des pratiques, et de cette pratique en particulier. Et comme tout soin, il est nécessaire d'en connaître ses limites, ce qui me permet de vous amener ma dernière diapositive. Ces limites et ces contraintes, elles concernent le patient, elles concernent l'animal et elles concernent le thérapeute. Concernant le patient, eh bien, il y a toujours cette notion de faisabilité. Est-ce que c'est possible en termes de temps? On sait que les centres équestres sont un petit peu éloignés des centres-villes, ce qui est le cas ici. Donc il y a l'accessibilité, le temps, le financement aussi pour les familles, puisque le reste à charge pour certaines familles n'est pas envisageable. Et puis tout ce qui est contre-indication médicale, bien évidemment. Les limites concernant l'animal, puisque les questions sont bien-être avant tout. Donc respecter ses temps avec ses congénères, sa vie sociale à lui, ses moments de pause, et puis bien choisir, mais ça c'est le rôle magique de Julie et qui fait que notre binôme fonctionne bien. Et puis la nécessité pour le thérapeute d'être formé, puisque on se trouve face à un public qui est parfois très déstabilisant.
et à plus forte raison lorsque on le met en présence d'un animal. Donc nécessité d'être formé et puis parfois d'être plusieurs professionnels. Voilà, c'est un exercice assez complexe pour tout vous donner en 20 minutes, mais en tout cas, merci pour votre attention. Alors, je vais voir sur le chat. Oui, alors, je vous lis la question de Nicolas. Bonjour Nicolas. Concernant le financement, les séances d'orthophonie sont-elles prises en charge par la sécurité